Amis nationalistes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Jeunes Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Cédric à la manœuvre, nous aborderons deux sujets qui ont défrayé la chronique ces derniers jours, à savoir le festival blasphématoire Nuit Blanche et une énième affaire de pédocriminalité, l'affaire Liana. Et pour m'accompagner, je souhaite la bienvenue à mes camarades Hilda Lefort, Alexandre Charpentier et Jacques. Bienvenue à vous. Salut tout le monde, salut tous les auditeurs. Salut l'équipe. Salut à tous. Et avant d'attaquer nos deux principaux sujets, revenons très brièvement sur les rassemblements en mémoire de Henri Novak qui ont eu lieu à travers la France, ce jeune Britannique assassiné par un extra-européen dont nous vous parlions dans notre précédente émission. Ces rassemblements en mémoire d'Henri Novak avaient pour thème et mot d'ordre White Lives Matter, les Blancs comptent, la vie des Blancs compte. Et c'est quelque chose qui a fédéré finalement et qui montre que les problèmes de criminalité liés à l'immigration extra-européenne n'est pas qu'un problème français, mais un problème bel et bien européen. Est-ce que vous avez une très brève réaction à faire sur ce sujet, chers amis ? Oui, alors moi je vais prendre la parole parce que j'étais présent au rassemblement pour Henri Novak, le dimanche 7 juin, et j'ai pu échanger avec quelqu'un en fait qui est venu pour la première fois. C'était la toute première fois qu'il participait à une manifestation, et en fait c'est un jeune franco-anglais. Donc cette affaire pour lui a une résonance assez particulière, étant donné bien que la victime de cette affaire est un jeune anglais aussi. Il m'a fait part, on voyait qu'il avait beaucoup de tristesse dans la voix, beaucoup de colère aussi. Pas de la haine, mais véritablement de la colère, de la lassitude, de la tristesse. Voilà, il m'a appris qu'il avait grandi dans un quartier populaire, qui est un doux euphémisme pour parler de quartier remplacé, et que donc il avait été victime de ce qui n'existe pas aujourd'hui a priori pour nos gouvernements, à savoir de racisme anti-blanc, donc en Angleterre, dans un quartier, on va dire, ouvrier. Et bien, je lui ai dit que désormais il n'était pas seul. Je lui ai dit d'ailleurs que moi je suis né à Trappes, qui, pour la petite anecdote, est la ville d'Europe qui envoie le plus de djihadistes en Syrie. Donc quand on vient de Trappes, on va dire, soit on devient insoumis, soit on est obligé de devenir un Français un minimum solide si on veut s'extirper de cette jungle urbaine, et pas que. Et voilà, il était très content, on va dire, de rencontrer quelqu'un qui avait un passé, on va dire, un peu similaire aussi, en tout cas qui a évolué dans des environnements qui sont hostiles. Et voilà, il avait les larmes aux yeux, et donc je lui ai conseillé on va dire, de capitaliser sur cette manifestation et de rencontrer des groupes, d'aller à des conférences, de se rendre aux événements et de ne pas rester tout seul. Parce que la pire chose que peut faire un nationaliste, que peut faire un jeune blanc de bonne volonté aujourd'hui en France et ailleurs en Europe, mais là c'est surtout la France qui nous intéresse, c'est de rester tout seul. Il faut rencontrer des camarades, il faut se former intellectuellement, physiquement. C'est capital. Bah écoute, merci Alexandre pour cette intervention. Je vous propose de passer au principal sujet de notre émission d'aujourd'hui. Dans le cadre d'un festival culturel présidé par la grosse lesbienne juive Barbara Butch, c'est ainsi qu'elle se décrit, censée mettre en avant l'amour et l'inclusivité, ont été programmées dans 6 églises de Paris des expositions ou concerts d'un goût douteux, pour ne pas dire parfaitement abject. Au-delà de l'appréciation objective des uns et des autres, comment ne pas être révolté par cette énième profanation de nos lieux de culte ? Barbara Butch, souvenez-vous, c'est cette grosse lesbienne juive à qui l'on avait confié un tableau de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 et qui avait fait le choix de caricaturer le dernier repas du Christ avec une troupe d'individus interlopes, travestis, transsexuels et consorts, ce qui avait choqué la terre entière. Blasphème et profanation venant de cette mouvance LGBT enjuvée ne nous étonne guère, mais le plus grave, au-delà du financement sur deniers publics, c'est l'acceptation de la profanation de nos églises par Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, qui nous avait déjà prouvé sa soumission aux loges avec l'inauguration de Notre-Dame de Paris et les sacrilèges perpétrés envers les saintes reliques. Bonne nouvelle malgré tout, des catholiques virils ont décidé de ne pas laisser faire, et mon cher Alexandre, tu étais parmi eux, je te laisse nous raconter. Oui, alors merci pour cette belle entrée en matière. Bon, Barbara Butch se définit comme ça. Nous, on ne va pas se hasarder à faire de commentaires. Il y a déjà des gens qui ont eu des problèmes pour des propos similaires. Donc,
il faut savoir tout d'abord que le matin, donc à l'église Saint-Laurent, qui est une des églises qui accueille des profanations, en fait, à Saint-Laurent, il y avait des sonos qui étaient mis en place et en fait, chacun pouvait un peu diffuser ses propos. Voilà, il y a des gens qui pouvaient parler de sexe, de politique, enfin bref, des choses qui on peut dire ça a pas, on n'a pas à parler de sexe ou voilà, quelqu'un qui disait qu'il rêvait qu'une vraie gauche arrive au pouvoir. Ça, on a vu ça dans la nuit, parce que c'était du 6 au 7 juin. Et donc, le matin du 6, on est allé, on va dire, en reconnaissance, puisqu'on voulait bloquer l'église. Et ça, je vais y revenir donc en début de soirée, lors des événements. Et on a croisé avec un camarade le curé, donc un curé moderniste qui gère l'église. Et j'ai pas manqué de lui faire remarquer, il nous a fait ce qu'on appelle du en même temps macroniste, à savoir de nous dire que, eh bien, à la fois Barbara Butch était une personnalité de second plan, une artiste parmi d'autres. Ensuite, nous avouer que c'était la marraine de l'événement. Et oui, on la voit partout sur toutes les affiches. Puis j'ai envie de dire, on ne voit qu'elle pour des raisons objectives évidentes. Ensuite, il nous a dit que lui, il n'était pas opposé à ça. L'Église, il fallait qu'elle accueille tout le monde. Voilà, donc au prix de toutes les profanations, de tous les blasphèmes. Ensuite, il nous a dit que si ça tenait qu'à lui, quand même, il aurait peut-être mis un voile pudique sur la chose. Et ensuite, il nous a dit, écoutez, c'est pas ma faute, c'est la faute du clergé. Donc, en fait, voilà, on a un abbé qui parle d'une manière extrêmement peu claire, qui entretient le flou, qui essaye, tel un serpent, de serpenter entre les différents courants pour être ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop en haut, ni trop en bas, etc. Et donc, le cœur du sujet, le soir, à 19h, nous sommes rendus, enfin, c'était un peu avant 19h, nous sommes rendus dans l'église. En fait, il y a eu une messe moderniste qui devait, en fait, clore l'église, si je puis dire, sur le plan religieux, et malheureusement, la laisser libre aux profanations. Sauf que, après cette messe, nous nous sommes installés, donc nous étions une quarantaine de catholiques, majoritairement des hommes. Voilà, il y avait quelques femmes, quelques personnes âgées, mais la grosse majorité, c'était des jeunes hommes. Donc, nous avons occupé les premiers bancs de l'église et nous avons commencé à faire ce qui a paru impensable aux organisateurs, c'est-à-dire prier le chapelet. Voilà, des catholiques prient le chapelet en chantant dans une église. Voilà, bon, on a vu une des organisatrices qui a pleuré en nous exhortant à sortir. Donc, je savais pas que prier le chapelet engendrait ce genre de manifestation chez des gens qui sont censés être catholiques et on va dire bien prendre soin de nos lieux de culte. Et donc, on a prié longuement pendant une quarantaine de minutes. On a eu une ultime sommation par la police. Nous avons fait le choix de sortir sciemment. C'est nous qui avons fait le choix. On l'a fait pour deux raisons. La première étant que, puisque nous sommes allés dans cette église pour éviter les profanations, nous n'avions pas envie que des heurts avec la police éclatent, qu'on se fasse gazer, qu'on se fasse traîner au sol, etc. Et la deuxième raison, c'était parce qu'on voulait aller au devant des manifestants, des gens qui allaient venir, qui pour certains peut-être ne mesuraient pas la gravité de ce qui se passait dans cette église, pour justement, on va dire, prier devant l'église, devant eux, faire de l'apostolat. Donc c'est ce que nous avons fait. J'ai mentionné en sortant, puisqu'il y avait qu'on appelle ça un malinois, donc un chien d'attaque de la police avec une grosse muselière. Je lui ai dit que j'avais pas vu ce chien-là pour réprimer les émeutes, on a dit les supporters du PSG, bon, des Africains. Et donc, on a été encerclé par environ 30 à 40 policiers, on va dire qu'on était à nombre égal. Donc, on s'est mis à prier. Les manifestants, enfin les participants plutôt, mais qui sont muets en manifestant, nous ont hués. On a eu le droit à quelques siamois antifascistiques, quelques pétins, t'as oublié tes chiens. Voilà, enfin ce genre de choses. Vous voyez la chose que provoque juste des catholiques qui prient, parce que pour le coup, il n'y avait pas de message politique. Je veux dire, il n'y avait personne avec une croix celtique, il n'y avait personne avec un t-shirt politisé, il n'y avait pas de banderole anti-immigration, que sais-je. C'était pas le thème. C'était une action catholique. Voilà, dans une église, tout ce qu'il y a de plus logique, mais voilà, on voit bien ce qu'il y a dans le cœur de nos concitoyens, voire de nos ennemis. Et donc la police a tenté de nous déloger, sans succès, parce que voilà, je pense que plus de la moitié des gens faisaient plus de 80 kilos, on se tenait tous ensemble,
Moi, j'ai chopé un flic par derrière pour le sortir parce qu'il était en train d'étrangler un ami. Donc, voilà, on bougeait un petit peu de droite à gauche pour éviter de se faire sortir. On se tenait tous ensemble. Il y a un policier qui m'a fait comprendre très gentiment, n'est-ce pas, avec plein de haine dans le regard, que si l'ordre était donné pour les flics d'agir, il allait bien s'en donner à cœur joie et nous fracasser. En tout cas, c'est ce qu'il voulait. Alors, j'ai continué à chanter Je vous salue Marie devant son visage. Je veux dire, bon, s'il pense nous intimider parce qu'il va à la salle de sport et qu'il est capable de pousser très fort les gens, qu'ils sachent que c'est pareil pour nous aussi. Par contre, qu'ils sachent que nous ne sommes pas venus pour de la violence, nous n'avons pas un désir de violence aveugle comme ces flics qui n'ont pas de colonne vertébrale et qui, en fait, pour qui la violence est une fin en soi et non un moyen. Donc voilà, nous avons continué à prier, jusqu'à ce qu'arrive la Bravem, donc 18 motos de la Bravem, c'est-à-dire 36 agents, donc c'est quand même assez énorme. Et voilà, les menaces, ils sont arrivés. Hop, les gars, désactivez vos caméras piétons, s'il vous plaît. Donc bon, on sait très bien pourquoi. Et donc au final, on a été sorti, contrôle de police. Et il faut savoir qu'à l'issue de cet événement, 6 camarades ont été placés en garde à vue, notamment Mathieu Goyer, qui est une figure publique que les gens connaissent sans doute, qui est une des figures fortes, on va dire, de l'association Sainte-Geneviève à Paris. Donc, on a été placés en garde à vue. Et lui, il a subi une perquisition. Ils ont été placés en garde à vue 44 heures pour avoir prié. Et je tiens à informer aussi nos fidèles auditeurs, je ne doute pas qu'ils soient fidèles, que la maire du 10e arrondissement, dont j'ai oublié le nom, mais ne la rendons pas célèbre, a porté plainte pour des violences qui ont été, en fait, plainte qui a été classée sans suite parce qu'en fait, bon, elle affabule, peut-être qu'à force de côtoyer certains cercles, elle en prend les comment dire, les tics, les mimiques, mais en tout cas, elle n'a pas été agressée, elle a dit qu'il y avait une bousculade, au final, rien n'a pu être caractérisé dans les vidéos. En fait, voilà, elle voulait juste faire son buzz, puisque de toute façon, les articles resteront comme quoi on a agressé, etc., alors qu'on était dans une démarche, comme je le dis et comme je le répéterai toujours, puisque c'est la vérité, totalement pacifique. Ça qui est bien aussi quand on est défenseur de la vérité, c'est qu'on a une version et on s'y tient. Vous voyez, on change pas de version, puisque c'est ce qui est vrai. Et donc voilà, mais on a montré que on pouvait bloquer une église. On a retardé leur événement de 2 heures. On a montré que voilà, qu'on était solide, qu'on était présent. Ça a fait beaucoup de bruit. J'espère que ça pourra mettre la pression sur le clergé, puisque bon, que des ennemis de notre foi essayent de se déchaîner contre nous. J'ai envie de dire c'est concevable, même si ça fait mal et même si c'est fort dommage. Mais que le clergé, qui est censé représenter les catholiques, travaille main dans la main avec ces profanateurs qui font du mal aux fidèles et qui réellement sont hostiles à la foi, ça, pour le coup, ça me pose un gros problème. Donc voilà, j'espère que le clergé pourra. Bien voilà, bon, j'ai bien parlé, donc on va finir avec une petite touche un peu plus virile. J'espère qu'il pourra porter ses couilles parce que c'est ce que nous voulons en tant que catholiques et en tant que Français non reniés. Écoute, merci Alexandre pour cet exposé des faits. Effectivement, quand tu le disais, lorsqu'on dit la vérité, on ne change jamais de version et on peut le constater, quel que soit le sujet qu'on aborde. La vérité est une et unique. Ce qui est intéressant, tu parlais de la perquisition de notre camarade Mathieu Goyer et il disait dans un entretien de ces derniers jours lors de la perquisition, ils avaient pris au titre de preuve ou de pièce à conviction, je ne sais plus comment on formule ça, un drapeau français frappé du Sacré-Cœur et je crois un crucifix qu'il avait chez lui. Donc on en est quand même arrivé au stade où prier le chapelet devient une arme et une incitation à la haine, et où avoir un drapeau avec le Sacré-Cœur et un crucifix chez soi est considéré comme une pièce à conviction pour un acte potentiel de terrorisme. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, tu parlais des articles de presse et de ce maire féminin du 10e arrondissement qui a voulu faire le buzz, comme on dit, dans cette culture de mort. Ce qui est intéressant de voir sous tous les articles de presse qui sont parus, c'est la réaction en fait des lecteurs et même la réaction de ceux qu'on peut croiser. Moi, cette semaine, ça m'est arrivé de croiser chez des clients, des collègues, de parler de ce cas-là. Et en fait, tous ceux que j'ai rencontrés, en réalité, sont scandalisés par ce qui a été fait. Et la réflexion qui vient le plus souvent, c'est c'est une réflexion qui me paraît un peu bateau, mais c'est pourquoi ils ne vont pas faire ça dans les mosquées.
Alors, très honnêtement, en tant que catholique et en tant que croyant, je considère que quel que soit le lieu de culte, en fait, on n'a pas à faire ce genre de choses. Et la deuxième réflexion qui m'est venue le plus souvent à l'oreille, c'est apparemment Paris doit manquer de salles de spectacle pour tenir ce genre d'événement. Donc c'est vrai qu'effectivement, tu relevais la responsabilité et la collaboration finalement de l'archevêque de Paris et de l'évêché, du diocèse. Et c'est là qu'on voit que finalement, l'Église est complètement occupée par ses propres ennemis. Hein, c'était Plon-Cardassac à l'époque qui avait écrit un livre qui s'appelait L'Église occupée. Mais finalement, on est en plein dedans, on est en plein dans le titre. Oui, alors je voudrais revenir sur les mosquées. Nos adversaires ont tenté de battre en brèche cette accusation assez facile qu'on entend partout. Ils n'oseraient pas faire ça dans les mosquées. Et ils nous ont informés, ils nous ont dit, ah si, on a fait quelque chose à la grande mosquée de Paris. Voilà, et toc, prenez ça, les catholiques fachos, catholiques intégristes d'extrême droite, selon le Parisien. Hein, on n'invente rien, voilà, faut mettre un peu tous les poncifs. Et puis voilà, ils ont rappelé que Civitas, qui avait appelé aussi à la mobilisation, eh bien, était antisémite et homophobe. Voilà, comme ça, au moins, tout est clair. Et qu'on aurait entendu aussi, pareil, pas de musulmans dans nos églises. Pendant l'action, moi, j'ai pas entendu ça. J'ai épluché nombre de vidéos, j'ai pas entendu. Donc, bref, pour revenir sur la grande mosquée de Paris, ils ont effectivement organisé quelque chose à la mosquée de Paris. Sauf que, d'une part, c'était dans les jardins. Et d'autre part, en fait, c'était une exposition qui mettait en avant les scientifiques musulmans, voilà, qui ont contribué voilà, à certaines découvertes, sûrement d'ailleurs plus dans le domaine des mathématiques, enfin voilà, des domaines où c'est vrai, certains savants ont pu s'illustrer. Bon, on est loin des profanations qu'il y a dans les églises catholiques. Et voilà, sinon dans les synagogues, a priori, c'est silence radio. Donc voilà, et je voulais aussi revenir sur les flics qu'on nous a envoyés et sur les images. D'abord sur les images, parce que Mediapart nous a sorti de belles images où on voit un catholique plein de haine, selon eux, qui frappe la caméra. Voilà, on voit frapper la caméra à plusieurs reprises. Alors j'ai vu des gens s'indigner et dire voilà, mais regardez ce catholique plein de haine qui frappe la caméra. Alors il faut savoir que la personne qui filme, bon, c'est une personne de la mairie de Paris, tout ce qu'il y a de plus classique en apparence, sauf que, alors déjà, il a arraché le chapelet de Mathieu Goyer, ce qui a fait qu'en fait les perles se sont éclatées partout. Donc déjà, il arrache le chapelet. Vous voyez, on dirait que on dit bien que c'est une arme. Pourquoi arracher quelque chose qui n'a pas de valeur? C'est bien que ça a une valeur. Oui, ça a une valeur symbolique. Pareil avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, la personne qui a pleuré alors qu'on fait un chapelet. C'est bien que c'est quelque chose de fort. C'est une action qui est forte. Souvent, ils nous disent oui, mais c'est pitoyable vos chapelets, c'est pitoyable vos prières. Mais attendez, si on prie, pourquoi vous pleurez? Si on a le chapelet, pourquoi vous tentez de l'arracher si c'est pitoyable? Vous voyez? Donc, il a arraché le chapelet et ensuite, avec sa grosse caméra à 20 000 balles qui coûte sans doute plus cher que ma pauvre petite voiture, il mettait des petits coups, vous voyez, il mettait des petits coups dans la tête des gens qui priaient. Donc, à un moment donné, le gars, il vous met des coups, veut dire, vous réagissez. Ça, évidemment, il y a des passages qui ont été tronqués. Mais c'est vrai, comme tu le dis très bien, Cédric, que la majorité des gens qui ont vu la scène après sur les réseaux sociaux se sont indignés, se sont dit, mais bon, moi, certains ne sont pas catholiques, ils disent, voilà, moi, je ne suis pas catholique, mais ça ne me paraît pas délirant que des catholiques aient envie que leurs églises restent des lieux catholiques où sont faites des choses catholiques, à savoir la messe, la prière, l'adoration, les vêpres, la contemplation, je ne sais quel cours de catéchisme, etc. Enfin, des choses somme toute très basiques. On a profité aussi pour faire de l'apostolat auprès des connards de la Bravem. Moi, j'ai parlé à un gars de la Bravem, je lui ai dit, c'est vrai que moi, j'aime bien, c'est vrai, on va dire parfois, voilà, j'aime bien faire des services d'ordre, j'aime bien quand ça cogne, parfois il faut, mais je leur ai dit, ah, c'est beau la Bravem, moi, dans un gouvernement authentiquement catholique, nationaliste, etc., je serais ravi d'être dans la Bravem, je serais sans doute très zélé, n'est-ce pas? Et il m'a dit, ah, vous pouvez déjà rejoindre la Bravem. Alors bon, je lui ai informé que je passerai sans doute pas l'enquête de sécurité, mais je lui ai dit surtout, moi, je n'ai pas envie de taper sur des copains. Et il m'a regardé froidement droit dans les yeux, il m'a dit, mais vous savez, monsieur, parfois on est obligé. Donc voilà un petit peu la mentalité qui prévaut chez ces gens-là. Ils ont vraiment aucune colonne vertébrale, c'est-à-dire que le samedi, vous pouvez les envoyer taper sur des catholiques, le dimanche, ils vont aller taper sur des gauchos, le lundi, sur des faf. Enfin bref, ils n'ont aucune direction et ils pensent que n'importe quel ordre, parce qu'il est un ordre, est bon. Et ça, c'est problématique.
Bah, écoute, très bien, merci pour ce complément d'information. Jacques, est-ce que tu as quelque chose, un élément complémentaire à apporter par rapport à ce qui s'est passé à l'occasion de Nuit Blanche? Bon, rapidement, cette chère Barbara Bush, avec ses œuvres, n'est-ce pas, nous montre encore une fois, comme je l'avais dit à propos de Bruno Rattal, elle représente à elle seule les deux valeurs de la République que sont Judas et le sida. Et la simple description qu'elle fait d'elle-même vient en apporter l'illustration. Maintenant, pour le clergé qui collabore, je dirais que ça n'est qu'une triste logique, puisque on en arrive à ce que le Vatican même accueille, par exemple, je crois, une fois un bus de transsexuels prostitués colombiens et provoque des remous en Afrique noire parce qu'ils veulent, comment dire? Avec la polémique sur la bénédiction des mariages gays. Donc je dirais que c'est tristement logique que les comment dire? L'institution cléricale ne bouge pas d'un petit doigt, pour des choses qui sont quand même évidentes, et effectivement, si ça avait été fait dans une mosquée, bon, ça aurait été plus sanglant, et dans une synagogue, ça aurait été un procès. Alors, et donc je terminerai, bon, la Bravem, les hommes politiques républicains, oui, honorent les valeurs de la République que sont Judas et le sida. Voilà. Donc, tout est plutôt logique dans cette république mortifère, et bien évidemment, soutien, à ce potentiel persécuté, puisque il y a une petite chanson qui commence à dire potentiellement que Civitas, qui est dissous, serait en ligue en reconstitution de ligue dissoute, et donc peut-être on va peut-être s'attendre à des procès pour ça. Donc, soutien à tous ceux qui ont été interpellés, à tous ceux qui ont participé à cette belle action, et voilà. C'est le genre de choses qu'il faut toujours saluer, puisque trop souvent les gens ne font rien, et bien là, il faut toujours saluer quand les gens font quelque chose, d'autant plus quand ça se fait remarquer et quand il y a des attaques, qui sont faites en réponse. Je tiens juste à rajouter une petite chose, mais vraiment en 30 secondes. C'est qu'aujourd'hui, les gens ont peur des évidences parce qu'on vit dans un monde totalement embrouillé et embrumé. Vous voyez, par exemple, quand vous avez des nationalistes qui disent la France aux Français, c'est une horreur absolue, on ne peut pas dire ça, etc., alors qu'on a le droit de dire l'Afrique aux Africains, voilà, bon, bref, je ne vais pas tous les citer. Et quand vous avez des catholiques, pareil, qui viennent dire l'Église aux catholiques, parce que c'est ça, le fond du propos, c'est de dire nous ne voulons pas de profanation dans nos églises, nous voulons que nos églises accueillent simplement voilà, la messe, la prière, etc. Et on dit voilà, l'Église aux catholiques, là pareil, ça pose problème. Écoutez, ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons que soutenir et encourager ces démarches qui visent à défendre notre tradition catholique, car en tant que nationalistes, même si nous n'avons pas tous la foi, nous sommes d'ardents défenseurs de l'unité spirituelle de notre pays, qui est une de ses composantes. Et donc, comme le disait Charles Maurras, que j'aime à citer, vous faites ce que vous voulez le dimanche, mais en politique, vous avez le devoir d'être catholique. Je vous propose maintenant de passer au deuxième sujet de notre émission, une affaire sordide dont nous n'avons que l'habitude, bien malheureusement, l'affaire Liana. Liana, c'est cette fillette de 11 ans qui disparaît à la sortie de son collège du Gers. Un homme la récupère en voiture et plus rien. Plus de 170 personnes, forces de l'ordre, cavaliers, chasseurs et bénévoles de toutes sortes, partent à sa recherche pour finalement la retrouver morte dans un ancien silo à céréales. Le principal suspect, Jérôme Barella, proche de la famille de la victime, est déjà inquiété dans une affaire de pédocriminalité. Cette énième affaire de pédocriminalité remue à juste titre les émotions des Français qui réclament depuis quelques jours des actes forts aux magistrats et au ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Lundi 9 juin, partout en France, des rassemblements devant les palais de justice ont eu lieu afin de réclamer des comptes aux responsables politiques et judiciaires. Faille du système judiciaire par manque de moyens, faille de nos politiques par incompétence ou copinage avec les réseaux criminels. Ce qui est certain, c'est que dans une société saine, il n'aurait pas fallu attendre longtemps pour trouver pendu haut et court un pédocriminel, mais leur République préfère les nommer ministres. Je vous laisse, chers amis, la parole. L'honneur est à Hilda. Oui, alors, ce qui soulève cette affaire, c'est qu'effectivement, et c'est ce que tout le monde, les personnes qui ont fait les manifestations pour Liana soulèvent, c'est qu'il y a des problèmes actuellement administratifs, judiciaires,
probablement aussi policiers, et c'est ce que cette affaire souligne, et ce n'est pas la première fois qu'on en parle, des lenteurs judiciaires et de ce laxisme judiciaire qui n'a de cesse finalement de s'illustrer ces dernières années, puisqu'on sait que le suspect dont il est question avait fait l'objet quand même de différentes plaintes depuis 2017, c'est-à-dire que ça ferait une dizaine d'années qu'il est dans les radars. J'ai la liste là des plaintes. 2017, un signalement de la gendarmerie classé sans suite qui concernait une relation avec une mineure de 17 ans, donc qui aurait été consentie à l'époque par rapport aux catégories juridiques, mais bon. Voilà. En 2021, il avait perdu un emploi dans un lycée parce qu'il a eu un comportement inapproprié avec une lycéenne. En 2022, il y a eu une plainte pour viol sur une enfant de 7 ans. Et c'est là, à mon avis, qu'est vraiment la bascule où là, on fait preuve de laxisme puisque c'est classé sans suite, puisque c'était insuffisamment caractérisé. Bon. 2025, il y a eu aussi des plaintes pour des viols sur une petite fille, Rosa, qui était âgée de 10 ans. Plainte qui avait été déposée par sa mère, et en l'occurrence on avait quand même des examens médicaux qui prouvaient que la petite fille avait des lésions, d'accord, donc des lésions c'est quand même voilà, ça prouve assez facilement qu'il y a probablement eu un viol, et le parquet avait demandé à la gendarmerie de placer le suspect en garde à vue, et finalement il n'a pas été auditionné. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la procédure, mais ça s'est arrêté là. Et donc en 2026, là on retrouve Liana dans un silo à grains. Donc pour le moment il n'est que suspect, il n'est pas encore jugé, mais on va certainement découvrir dans quelques temps qu'il l'aura violée avant et puis qu'il l'a tuée, quoi. Donc ça fait 10 ans que cette personne est sous les radars. Qu'on a eu quand même des plaintes avec des preuves assez significatives, et il s'est rien passé. Mais cette fois-ci, c'est pas un migrant qui passe à l'acte. On n'est pas comme dans l'affaire Henri Noack dont on a discuté au début. Et moi, ce que je voudrais aborder et mettre en lumière aujourd'hui, c'est que au-delà de la question des problèmes judiciaires, des problèmes administratifs qui sont évidemment au cœur de cette affaire et qui ont été dénoncés à juste titre par les manifestants à la suite de cette découverte, je pense que plus profondément que ça, le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on est dans une société qui est sexuellement dégénérée, qui est sexuellement malade. Je peux donner quelques éléments, mais très simplement, on sait par une étude de l'ARCOM qui a été menée en 2023 que 2,3 millions de mineurs en France vont sur les sites pornographiques chaque mois. En France, dès 12 ans, plus de la moitié des garçons vont chaque mois sur les sites pornographiques. Je veux dire, cette simple information, pour moi, témoigne que la société française est complètement malade sur le plan de la sexualité. On est dans une société qui consomme du porno à longueur de journée depuis le plus jeune âge, et même sans aller sur les sites dédiés, en fait. Aujourd'hui, c'est merveilleux. On a TikTok, on a Instagram qui laisse proliférer des créatrices de contenu semi-pornographiques, enfin, qui ont tout finalement qui banalisent une vision de la femme objet, de la femme marchandise, objet de consommation. Et on a aussi des jeunes femmes qui sont exposées à ces contenus très très jeunes elles-mêmes, voire qui sont elles-mêmes les créatrices en fait de ces contenus, puisque il y a aussi voilà une frontière entre l'âge adulte, les adolescentes qui sont beaucoup présentes aussi sur les réseaux sociaux qui s'atténuent. Et puis comme de toute façon les femmes et jeunes femmes ne sont que des objets de consommation, il faut très rapidement finalement devenir un objet de consommation. C'est presque une pression, je dirais, qui s'exerce à travers les réseaux sociaux. Et puis je signale au passage que voilà, c'est assez scandalisant de penser que, par exemple, nous, le compte des Cariatides a été censuré récemment 4 ou 5 fois de suite, je crois. Et je sais qu'il y a des créatrices de contenu qui sont, enfin franchement, c'est quasiment des actrices pornographiques de soft porno, comme on dit, donc qui ont des milliers d'abonnés, qui prolifèrent voilà, sans aucune difficulté, elles ne sont jamais censurées. On a vraiment placé la jouissance au centre de tout, il n'y a plus de limites. Et pour moi, ce qui a tué Liana, c'est ça. Et c'est ce qui tuera encore. C'est pas juste une erreur judiciaire ou un détraqué qui passe à l'acte, bien sûr qu'il y a ces éléments et que la personne devrait être punie, etc. Et puis qu'il faut mettre en avant et en lumière les problèmes judiciaires. Mais je pense que le cœur du problème, c'est que la société n'a plus de limite, qui n'a plus de notion du moral, il n'y a plus de notion du sacré. Et donc finalement, on laisse on a un laxisme judiciaire qui s'installe pour ces raisons-là en premier lieu. Donc je pense que pour moi, la solution à ces problèmes-là, à ces faits divers, même si évidemment je pense que les faits divers existeront toujours, il y en aura toujours, il y en a toujours eu,
Mais néanmoins, pour répondre à ça, ce qu'il faut, c'est une remise en ordre moral du monde. Et j'ose le dire, c'est une remise en ordre moral du monde qui sera violente, qui sera radicale, qui sera peut-être même arbitraire, parce que justement, sur toutes les questions juridiques qui touchent à la sexualité adolescente, etc., il y a toujours une part d'arbitraire. Pourquoi est-ce qu'on fixerait la majorité sexuelle des jeunes femmes à 15 ans ou à 16 ? Et à un moment donné, il y a une décision arbitraire qui doit être prise. Donc cette décision arbitraire, elle devra être assumée et elle sera légitimée par notre vision du monde. Et cette vision du monde, c'est celle que nous proposons avec le nationalisme, et c'est une vision qui doit aller à l'encontre, et c'est sur ce point-là que je voudrais accentuer aujourd'hui, c'est une vision qui doit aller à l'encontre de deux courants qui ont tenté dans l'histoire de France de légitimer la pédomanie, parce qu'il ne faut pas parler de pédophilie, bien sûr, c'est une manie, c'est un problème mental, c'est une déviance, donc c'est de la pédomanie. Et ces deux courants, ils ont été portés d'une part par la gauche, par une certaine frange de la gauche, qui a tenté et qui tente encore aujourd'hui de sexualiser les enfants et de légitimer la pédomanie en se fondant sur l'égalitarisme. Donc l'idée, c'est que tout le monde est égal, homme, femme, enfant. Donc l'enfant est égal aux adultes, il a le droit de consentir à des rapports sexuels, et donc les rapports sexuels entre enfants et adultes sont permis. Donc ça, c'est ce que une partie de la gauche tente encore de légitimer, et c'est notamment tout ce qu'on trouve avec la folie transgenre, et puis on veut donner la liberté comme ça aux enfants de choisir leur sexe, et puis les spectacles de drag queen, l'éducation sexuelle qui est complètement déviante de l'éducation nationale, etc. Et on a un deuxième courant qui a essayé de légitimer la pédomanie, et ce courant vient de l'extrême droite, figurez-vous, puisque c'est soi-disant sur une tradition historique et sur la rhétorique de l'expérience initiatique qu'on a eu ce courant. Alors, je vais donner quelques éléments, parce que je sais que ça peut choquer comme ça et que ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est une réalité. Et ces deux courants, ils avaient été mis en lumière justement par un sociologue, je crois, Pierre Verdrager, dans un ouvrage publié en 2013, L'enfant interdit. Si ça vous intéresse, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais je sais qu'il avait mis en lumière qu'il y avait ces deux courants. Alors quand je dis extrême droite, je ne parle même pas du RN, je suis même plus sévère que ça, je parle de personnes qui ont flirté franchement avec le camp national. Tout le monde connaît, je pense, le cas de Gabriel Maznef, mais ce qu'il y a de singulier, c'est que je suis remontée pour l'occasion un petit peu dans les archives, et j'ai constaté que Maznef avait été mis en avant, par exemple, par la revue Europe Action, qui était à l'époque dirigée par Dominique Vénère et Jean Mabir. Et on trouvait un article qui parlait des journalistes de demain, donc les jeunes journalistes qui étaient prometteurs selon eux, et Maznef était présenté parmi eux comme un journaliste prometteur pour l'avenir. Bon, alors évidemment, bien sûr, certainement que Dominique Vénère et Jean Mabir ne connaissaient pas les penchants de Maznef à l'époque, mais tout de même. Et puis on sait que Alain de Benoît, dans un numéro de la revue Éléments, avait pris aussi la défense de Maznef d'une façon que je trouve fortement inquiétante. J'ai retrouvé l'extrait, je vais vous le lire si ce sera toujours intéressant. Donc il se scandalisait du fait que tout le monde était un peu étonné des écrits de Gabriel Maznef. Il disait pour ma part, c'est assurément ce scandale qui me scandalise. Question de goût d'abord. N'aurait-on pas le droit de préférer caresser les hanches des lycéennes plutôt que la poitrine maffue de la comtesse Grand Céola ou la ménopause bien sonnée de la baronne Adélaïde Cramouillard, présidente de l'Union mystique universelle? Question de principe aussi, on peut désapprouver ce que l'on veut, mais comment peut-on, au sens propre du terme, être choqué par quoi que ce soit? Quant à la gravité du délit, enfin, il me semble, selon mon échelle de valeur personnelle, qu'il est plus scandaleux de regarder les jeux télévisés, de jouer au loto ou de lire Le Meilleur, que d'avoir la passion des fesses fraîches, des émotions naissantes et des seins en bouton. Ça, c'est de Benoît qui l'écrivait dans la revue Éléments. Et en fait, le problème qui est là, c'est qu'on véhicule une image extrêmement problématique de la femme adulte qui serait pas aussi attirante que la lycéenne, entre guillemets, parce que je vais revenir justement sur ça. Alors, je pense que ça peut s'expliquer que des hommes aient cette vision-là, par plusieurs facteurs. Par exemple, la castration des hommes dans le paradigme ultra-féministe dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a la dislocation générale des mœurs. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, la pornographie qui en réalité traumatise les jeunes hommes aujourd'hui, les jeunes garçons, et leur donne une image de la femme, mais ô combien dégradée, jusqu'à finalement presque aboutir à des phénomènes graves de dissociation entre deux
de symboles, parfois la mère respectable et puis d'un autre côté la femme sexuelle. Donc il y aura une séparation entre les deux, un cloisonnement, alors que normalement il n'y a pas censé avoir de séparation, il n'est pas censé avoir une telle dissociation dans l'esprit masculin. Donc voilà, ça peut s'expliquer, mais il y a eu une époque où à l'extrême droite, visiblement, le libertinage, ça ne choquait pas. Mais moi, je vais vous dire, le problème avec les propos de Benoît à l'époque, c'est que c'est comme la longueur des jupes. C'est qu'à un moment donné, il faut être arbitraire. Parce que quand on joue avec les limites, c'est toujours plus court, et en fait, on finit par voir la culotte, quoi. Voilà, donc c'est la même idée. Là, c'est pareil. Le Jérôme Barella, ça fait 10 ans qu'il est sous les radars, je l'ai dit tout à l'heure, il commence en 2017 avec une relation consentie avec une fille de 17 ans. À 17 ans, on est quoi? On est une lycéenne. Exactement ce que disait de Benoît. Et on finit en 2026 sur une gamine de 11 ans qu'on tue et qu'on jette dans un silo. Donc effectivement, quand on joue à la limite, on finit toujours par raccourcir jusqu'à ce que ça devienne complètement inacceptable. Donc je pense que aujourd'hui... Jérôme Barella, il serait content que de Benoît vienne plaider pour lui comme il l'avait fait à l'époque pour Maznev, parce que voilà, on commence avec les fesses fraîches des lycéennes et on finit sur Liana 11 ans. C'est totalement inacceptable. Et d'ailleurs, je vais vous dire, puisque je suis une femme, j'ai aussi été une petite fille, et je peux vous dire que quand on a l'âge de Liana, c'est-à-dire 10, 11 ans, parfois même un peu plus jeune, et ben oui, on a déjà des seins en bouton pour certaines. Parfois, on a déjà ces premières règles qui sont arrivées. On peut même avoir de la pilosité intime qui apparaît. C'est tout à fait à cet âge-là que ça arrive. Surtout que je crois qu'aujourd'hui, ça a tendance même à être encore un peu plus tôt, parce qu'avec l'alimentation bourrée d'hormones qu'on a aujourd'hui, les caractères sexuels arrivent encore un petit peu plus tôt. Donc à 11 ans, on se transforme en femme. Et donc selon les théories qui cherchent à légitimer la pédomanie en passant par oui, mais les jeunes filles de 17 ans, c'est pas pareil, au final, vous arrivez très vite, enfin, vous voyez, qu'en jouant avec la limite, on arrive très vite à légitimer qu'on puisse avoir des rapports sexuels avec des gamines de 11 ans. Et à 11 ans, en réalité, on a encore une poupée dans sa chambre, on est encore une enfant. Donc voilà, ce que je voulais dire, je suis désolée, je suis un peu agacée par cette actualité, je pense que ça se sent dans ma voix, mais c'est que les tarés du genre Alain de Benoît, ces gens-là, il faut les débarquer du camp national. Ils n'ont rien à faire avec nous, ils n'ont jamais rien eu à faire avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle droite, qui existait à l'époque et qui était finalement liée à tout ce courant-là, elle s'est incarnée dans un courant identitaire qui a opéré une forme de recentrage autour du christianisme. Mais ce que je note, moi, personnellement, à titre politique, c'est que c'est un courant qui est toujours un but à une difficulté, à savoir la difficulté de rompre totalement avec la culture de la légèreté morale. Parce qu'aujourd'hui encore, la nouvelle droite, même si elle s'est réincarnée dans le christianisme, elle continue de nous faire chier, en fait, sur toutes les questions qui demandent d'être radicale, d'être morale et parfois, effectivement, d'être arbitraire, d'assumer une vision du monde tranchée. C'est pour ça, je pense qu'il faut leur rappeler un peu d'où ils viennent aussi, quelle est l'histoire de leur courant, c'est quand même important, parce que je pense effectivement que la légèreté morale au sens large, pas seulement sur les questions de pédomanie ou autre, c'est un des facteurs qui pousse le courant identitaire à rester proche, par exemple, du féminisme de droite, à ne pas prendre parti sur la question sioniste, voilà, entre autres exemples. Je pense que toutes ces questions sont intimement liées. Et c'est important, à mon avis, de le rappeler parce que l'avenir, finalement, est dans une vision morale du monde qui est arbitraire, tranchée, mais qui est assumée et qui est légitimée par une vision du monde particulière qui est celle du nationalisme. Et je rappelle aussi d'ailleurs, puisque j'ai parlé de Maznev, mais on a eu quand même d'autres cas à l'extrême droite au sens large. Renaud Camus, quand même, qui est le théoricien du grand remplacement, on connaît ses penchants en plus homosexuels et pédérastes. Et puis on avait aussi le fameux Guillaume Fay, qui quand même avait défendu l'érotisme adolescent dans la revue du Grèce à l'époque, et qui avait écrit dans une revue, je viens de découvrir ça, mais c'est vraiment abominable, c'était la revue Gay France, voilà, n'allez pas voir, mais c'est une revue homosexuelle un peu d'extrême droite, païenne, mais tout à fait inacceptable. Donc il faut aussi se rendre compte que ces gens-là n'ont rien à faire avec nous et que le nationalisme doit être en lutte avec les courants de gauche, mais aussi savoir faire être en lutte avec les courants de droite quand ils nous empêchent finalement
d'assumer notre vision, voire pire, quand ils l'attaquent, comme ça a été le cas, même si aujourd'hui les identitaires ne sont pas à ce stade-là, comme l'était la nouvelle droite, attaquent notre vision du monde et en fait essayent de légitimer ce qui ne peut pas être légitimé, et surtout, pourquoi ? Parce que quand on légitime des choses comme ça, qu'on joue avec la limite, c'est ce que je disais, on finit toujours par arriver à des cas extrêmes et indéfendables et évidemment criminels. Voilà. C'était très puissant. Je ne vous cache pas, chers auditeurs, que j'ai du mal à rebondir là-dessus. On sent, Hilda, que tu es très touché par cette affaire, et tu as abordé vraiment des points qui sont essentiels. Parce que c'est vrai que quand on regarde, en fait, même dans les médias de droite, un peu au sens large, ou du camp national, donc à minima patriotique, quand ils abordent cette question-là, j'entendais encore aujourd'hui un représentant du Rassemblement national qui attaquait les dernières déclarations de Darmanin sur le fait qu'il voulait traiter 70 000 affaires de pédocriminalité en souffrance avant le 14 juillet. Donc pour nos auditeurs, ça fait quand même 2300 affaires par jour à traiter par parquet, et en mettant toutes les autres affaires en suspens. Ce qui est irréalisable, on va pas se mentir. Donc c'est là, je pense qu'avec ton intervention, on a vraiment abordé le fond du problème, et c'est important de voir, nous, en tant que nationalistes, nous sommes des docteurs, c'est-à-dire que nous avons le corps social, la nation qui est malade, nous déterminons quelle est la maladie et nous attaquons la racine du problème. Et nous ne cherchons pas à faire ce qui nous convient, nous faisons ce qu'il faut faire. Et là, ton analyse a été très pertinente en ce qui concerne la pédomanie. Jacques, tu voulais ajouter quelque chose sans doute sur ce sujet, je t'en prie. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on sent dans la voix d'Hildar une émotion forte, ce qui est tout à fait saine par rapport à des faits aussi atroces. Alors, j'aimerais préciser 2 choses pour ce courant en fait, cela ressemble un peu à une tentative d'infiltration du camp national. Ce serait issu d'une opération de la CIA. Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais pour préciser, Gay France était une revue euh, qui se disait homo-nazi. Bon, ça n'a aucun sens, mais voilà. Et qui avait notamment expliqué le plus sérieusement du monde que scientifiquement, il n'était pas prouvé qu'un enfant est traumatisé après une sodomie, en tout cas un abus sexuel. Alors bien évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour savoir que quelqu'un qui dit ça est soit quelqu'un qui fait une très mauvaise blague, soit quelqu'un qui est complètement fou. Et effectivement, Alain de Benoît a donné un entretien à cette revue. Monsieur Guillaume Fay, oui, effectivement, je crois qu'il y a 2 textes très bizarres qu'il avait écrits. Mais Alain de Benoît, c'est bien plus que ça, parce que là, c'est défendre Gabriel Maznev, c'est donner un entretien quand même, hein, à cette revue dégueulasse qui mettait des photos de jeunes hommes explicites. Et en fait, bon, pour faire des choses simples, pour régler ce problème, en fait, c'est très simple. Comme a dit Hilda, il faut être arbitraire, pas de relation entre un majeur et une mineure, la majorité étant 18-21 ans, ça doit être décidé. Les relations sexuelles entre mineurs, c'est autre chose, mais voilà. Et tous ceux qui contreviennent doivent avoir des sanctions extrêmement strictes. Alors après, il y a toujours des cas particuliers, mais bon, la plupart du temps sont vraiment très particuliers. Fille de 17 ans avec un homme de 20 ans, à la limite, bon, voilà, c'est certains chipoteront dessus, mais ça doit être, pour l'affaire Liliana, de manière très claire. Le retour des peines de 10, 20, 30 ans pour des faits d'agression sexuelle, la peine de mort pour les récidivistes. Et ça me rappelle d'ailleurs une autre affaire assez sordide d'un homme qui avait violé, tué et brûlé le corps d'une gamine de 15 ans, je crois, qui allait chercher du pain, et on avait appris qu'il avait été condamné 10 fois pour viol. Donc un personnage particulièrement dégueulasse, et Jean-Marie Le Pen avait écrit un tweet où il disait à juste titre qu'il est temps de rétablir la peine de mort. Et petite anecdote, à l'époque, des associations du Judapo, je ne dirais pas juif, puisque tous les juifs ne pensent pas comme ça, bien sûr, heureusement, et d'extrême gauche, j'ose espérer que les gauchistes ne pas comme ça, nous avait expliqué le plus sérieusement du monde, il faudrait que je retrouve l'extrait, que malheureusement, on ne peut pas empêcher en démocratie ce genre de fait d'aboutir. En fait, il faudrait être une dictature, donc comme quoi on nous donne raison sans même qu'on ait besoin de le dire. Et pour tout ce qui est oui, il faut faire le ménage chez soi avant de vouloir reprocher les saletés des autres.
Et donc c'est pas seulement la pédomanie et tous ces courants qui très bizarres, qui tantôt du côté, de se drapant des fois sous la tradition païenne ou chrétienne et qui essaie de justifier l'injustifiable. La réponse doit être claire à chaque fois: «Vous êtes fou, vous devez être interné et ne vous approchez pas du tout de nos structures». Et effectivement, que Renaud Camus puisse encore intervenir, que monsieur Gabriel Mazenef, qui a pu être invité jusqu'à Radio Courtoisie à l'époque de monsieur Henri de Lesquen, Boulevard Voltaire et tant d'autres, je pourrais continuer à très longtemps et je terminerai, enfin, peut-être un peu continuer après, sur une fierté qui est alors je ne sais pas si c'est le même auteur qu'a cité Hilda, mais Ivan Benedetti est reconnu, y compris par des amis, comme étant, lui et son mouvement, le seul qui n'a jamais, eu de complaisance à l'égard de ce genre de taré et qui l'a même fait reculer puisque monsieur Gabriel Mazenef avait eu la visite de Paris nationaliste à l'époque, et n'avait plus fait d'apparition publique depuis. Voilà. C'est une fierté d'appartenir à un mouvement qui fait reculer de manière concrète, au moins l'impudence de ces ordures et voilà. Et comme disait Roger Lindre, voilà, il faut que enfin, Roger Lindre a incité à la pendaison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir nettoyer ce pays rempli de merde, et cette merde, ce sont ces détraqués, ces pourritures, ces assassins et aussi ces petits merdeux comme un certain gauchiste qui a fait des blagues sur, la mort de Liana, donc certain Pantoufle, et qui a dénoncé le fait que, voilà, les gens parlaient de cette affaire parce que, en fait, il y en a tout le temps et donc on ne devrait pas en parler selon lui. Eh bien, on lui souhaite, de ne pas vivre ça, hein, ni des enfants, proches de lui, mais on lui souhaite surtout de se taire parce que viendra un jour où une personne peut-être sera moins patiente avec lui qu'on ne l'est aujourd'hui. Et je voulais, simplement rebondir, oui, sur ton propos, Jacques, et sur le fait, je ne l'ai pas signalé, mais je pense que les auditeurs le savent, par exemple que, Alain de Benoît s'est illustré, particulièrement pour ses écrits, très anticléricaux et franchement à la limite blasphématoire pour un catholique, hein. Bon, alors l'idée là de mon propos, c'est pas de tomber dans la polémique entre païens et chrétiens, voilà, mais simplement de dire que la déchristianisation a évidemment joué un rôle immense dans l'explosion de tous les cadres moraux qui permettaient qu'on n'en arrive pas effectivement à des extrémités comme on connaît aujourd'hui, et que je suis vraiment très convaincue que sur le plan de la morale, dès que vous compromettez un petit peu, c'est la porte ouverte finalement à tout le reste. Donc effectivement, on peut nous accuser parfois d'être moralisateur ou d'être trop strict sur certaines questions, mais je pense que c'est aussi une fermeté qui permet d'éviter justement qu'on en arrive à des catastrophes, à des crimes, à des choses injustifiables. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir peur d'être accusé effectivement d'être arbitraire dans la définition de certaines notions ou dans notre morale d'être strict, parce qu'effectivement c'est ce qui protège, et quand on s'amuse à justifier telle ou telle déviance morale ou petit acte de libertinage, finalement on tombe dans une logique de libre examen, et le libre examen nous conduit toujours sur la pente des passions les plus viles. Et effectivement, c'est comme ça qu'on en arrive à des cas comme ceux de Liana. Je me répète, mais je voulais le souligner, et je pense effectivement qu'aujourd'hui, il faut défendre le christianisme parce que c'est quand même un bastion contre la dégénérescence morale, même si on peut trouver bien sûr, et je sais que c'est l'argument qui sera sorti, des abus sexuels dans l'église, des abus de pédocriminels, mais c'est la même chose que dans le camp national. Si ça arrive, ces personnes-là doivent être traitées avec sans aucune clémence en fait, hein, et puis on doit simplement exprimer qu'ils n'ont rien à faire avec nous et qu'ils trahissent totalement la cause qu'ils prétendent défendre. Voilà, mais malgré tout, le catholicisme est un rempart contre cela, doit être un rempart contre cela, et c'est aussi à nous de le défendre. Je précise, merci pour ta précision, Lila. Alors je précise, l'opération d'infiltration dont je parlais, si les gens veulent s'y intéresser, s'appelle l'opération Coat and Paw, qui consiste à infiltrer des réseaux de criminels, pédocriminels même, pédosatanistes, et ensuite à les faire infiltrer des mouvements nationalistes. En France, on a eu le cas avec monsieur Michel Kellier, militant
pédocriminel qui avait voulu infiltrer le Parti nationaliste français et européen, PNFE. Et petite anecdote assez amusante, il avait pris des jets d'acide par des militants juifs qui l'avaient attaqué en tant que soi-disant militant national-socialiste. Alors, oui, sur ce sujet-là, effectivement, il n'y a pas de polémique à avoir. En fait, il s'agit simplement de ce qui est le plus évident. On ne touche pas à l'innocence, à l'insouciance d'un enfant. Et tout ce petit jeu, cette petite musique que certains font de dire que oui, mais non, une fille de 11 ans, patati patata, peut comprendre. Généralement, quand quelqu'un défend ça, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Mais voilà, effectivement, c'est une attitude et c'est toujours. Mais en tout cas, moi, je dirais toute force dont on peut constater en jugeant un assez fruit qu'elle fait reculer ce genre de délire doit être soutenue. Et donc, si une personne païenne ou chrétienne montre qu'elle les fait reculer, elle doit être soutenue. Et donc, oui, il est grand temps de faire le ménage, mais ça, c'est pas malheureusement, c'est quelque chose qui demande des fois de se salir les mains parce que on tombera toujours sur des excuses bidons. Comme voilà, Benoît, j'imagine que ça doit être ça aussi. Oui, mais c'est un grand intellectuel. Renaud Camus, oui, mais patati patata. Non, non, ce sont des gens qui sont animés par des pulsions mortifères, des pulsions dégueulasses, et il n'y a pas de compromis à faire avec ça. Surtout euh, dans le milieu qui se veut de la pureté, on ne tolère pas le début d'un commencement de ce qui amène à cette tragédie, donc cette petite Liana massacrée, après probablement avoir été violée, on le saura plus tard. En tout cas, paix à l'âme de cette gamine et elle, comme toutes les morts, comme toutes les victimes de ce système pourri, je résumerai, hein, quand vous avez un système judiciaire qui condamne à 2 ans ferme Vincent Renoir pour des écrits, mais qui donne seulement 6 mois avec sursis avec un juge qui avait vendu sa fille à des réseaux pédocriminels dans un site et qui peut rester juge, bah, vous avez le problème résumé. Voilà. Ce qui est certain, c'est que si pour faire le ménage, certains ont peur de se salir les mains, ils peuvent toujours porter des gants. Cela étant dit, effectivement, on voit très bien et on le sait qu'on a une justice qui j'allais dire à 2 vitesses, mais c'est même pire, qui est à 12 vitesses différentes, et que le ministère de la Justice, le garde des Sceaux et tout ce qui va avec sont plus prompts à condamner un gars qui fait de la recherche historique ou un militant nationaliste pour un commentaire sur Instagram ou sur X que traquer effectivement des gens qui prostituent, vendent leurs enfants, leurs propres enfants. C'est quand même complètement hallucinant. Malheureusement, ça existe. Mais je reviens un peu sur ce que disait notre amie Hilda. Effectivement, il y a un gros problème de consommation de la pornographie. Il y a quelques années en arrière, j'avais assisté à la conférence de l'abbé Boubé qui parlait justement de la drogue que représentaient les écrans. Et donc, c'était quelque chose d'assez général. À un moment, il aborde justement la question de l'accès à la pornographie. Et c'est vrai, je ne peux, m'occupant de réseaux sociaux, je ne peux que confirmer ce que disait Hilda sur le fait qu'il y a énormément de contenu très facilement accessible aux mineurs qui passent sur les fils Facebook, Instagram, WhatsApp, ce que vous voulez, et qui sont ce qu'on appellerait du soft porn ou du porno soft, où c'est vraiment très, enfin, j'allais vous dire, c'est sous-entendu, mais c'est arrivé à un tel niveau que c'est même plus sous-entendu en réalité. Ils ont juste à biper 2 mots en fait pour que ça passe l'algorithme et c'est réglé. Et c'est assez dramatique. Mais effectivement, le fond vraiment de ce problème, c'est même plus ça va au-delà en fait d'un problème, comme le disait Hilda, de moyens judiciaires, de personnel, de formation, d'écoute. C'est vraiment un problème, je pense, d'une part de dégénérescence en fait de la société en ce qui concerne la sexualité, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est aussi un problème de volonté politique. Comme je le disais en introduction de ce sujet, nous sommes dans une société à l'heure actuelle qui fait ministre des pédocriminels. Donc déjà, il y a un problème. Si on parle des plus connus de par leur ancienneté, dans les élus, quel que soit leur rang, on peut parler de Cohen-Bendit qui a fait des émissions et des sorties
dans des émissions qui étaient parfaitement immondes. On peut parler de Jacques Lang, on peut parler de Frédéric Mitterrand. Il y en a, et ça, c'est les 3 premiers qui me viennent en tête parce que c'est les plus, ce sont les plus connus. Mais si on prend même à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui ont des responsabilités politiques ou des responsabilités dans la magistrature ou dans d'autres institutions ou corporations qui sont au service de l'État, qui sont complètement déviants, complètement dégénérés, et qui s'adonnent à ce genre de choses. Notre ami Jacques parlait du juge du côté de Dijon, si ma mémoire est bonne, mais rappelez-vous l'affaire, il y a même pas un an de ça, de Pierre-Alain, alors Pierre-Alain pour le prénom, il me semble, mais Cottineau, dans l'ouest de la France, le mec représentant la France insoumise, militant associatif LGBT, qui travaillait dans les services d'aide à l'enfance, etc. Et le mec a été levé par les services hollandais sur un vaste réseau de trafic d'enfants et de fichiers pédopornographiques. Donc le verre est dans le fruit, malheureusement. C'est quelque chose qui va au-delà. En fait, cette problématique-là va au-delà de la simple affaire. Comme je le disais en introduction, en réalité, dans une société saine, donc sous un gouvernement nationaliste où nous aurions les commandes, il n'aurait pas fallu longtemps avant que le problème soit traité. Vous savez, un lampadaire, une corde, on peut facilement régler son compte à quelqu'un. Mais en fait, la question n'est même pas quelle peine on met en application en fait, au niveau du droit pour traiter ce genre de problème, parce que la solution, on l'a tous en tête. Toute personne pleine de bon sens qui veut protéger les enfants pense immédiatement à la peine de mort, et c'est bien naturel. La question est comment remettre cette société finalement sur les rails. Alors effectivement, il y a l'aspect de la foi avec le catholicisme, en fait, qui donne un cadre, et qui finalement, quand on regarde, je pense que notre ami Hilda, qui a quelques compétences juridiques, pourra me le confirmer, mais finalement, le droit civil qu'on retrouve dans la société, historiquement, émane finalement des enseignements des évangiles, de la doctrine catholique, de la doctrine sociale de l'Église. Oui. Alors après, il y a toute une évolution du droit sans rentrer dans les détails, parce que ce serait compliqué à expliquer comme ça en 3 minutes. Il y a aussi une partie du droit qui reste aussi un peu issue quand même de la période de 1789 et des Lumières, donc d'un certain individualisme. Néanmoins, oui, il y a toute une partie de notre droit qui est fondée sur le droit romain, revu par l'Église et par le droit canon, aux origines finalement du droit écrit en France. Donc oui, bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, l'édifice, moi qui étais encore assez confiante il y a encore quelques années sur la solidité de l'édifice juridique français, où j'avais plutôt l'impression que voilà, à part quelques lois où il faudrait faire un peu de ménage, le gros de l'édifice pouvait être conservé en l'état. Je suis de plus en plus dubitative, puisque j'ai la sensation, en tout cas en tant que juriste, d'un chaos de plus en plus prégnant dans le droit en général, avec une frénésie législative qui quand même inquiète et qui a causé un désordre assez important. Et on a quand même eu ces dernières années l'entrée, que ce soit dans la jurisprudence ou dans la loi, de notions juridiques qu'on ne pourra pas conserver en l'état, et qui vraiment ont beaucoup fragilisé le droit ces dernières années. Donc je serais assez nuancée sur la question, mais effectivement, comme tu le disais Cédric, je pense que les solutions ne seront pas uniquement juridiques, parce que évidemment il y aura la question, par exemple, de la remise en place de la peine de mort, et puis de sanctions plus sévères aussi, que ce soit pour les viols, les agressions sur mineurs. On pourrait aussi discuter de remettre en œuvre certaines infractions qui pouvaient exister auparavant, par exemple des attentats aux bonnes mœurs, à la pudeur, chose qui n'existe plus vraiment en tant que telle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a encore les atteintes sexuelles pour les mineurs. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans tout ce blablabla juridique qui est en soi très intéressant mais assez technique. Mais au-delà de la question juridique et répressive, je pense qu'il y a tout un autre aspect sur lequel il faut travailler, et qui est sociétal. Et donc pour moi, je pense que la foi peut jouer un rôle. Et au-delà de ça, je pense que c'est une morale qu'il faut remettre en œuvre, et ça se fera, je pense, par les corps intermédiaires. Déjà, ça doit se faire entre nous aussi, je dirais dans le corps national, à l'intérieur même des structures qui prétendent
affirmer et imposer leur vision du monde à l'ensemble de la société. Et je pense que ce travail se fera aussi de cette façon-là. Ce sera aussi la mise en avant d'un nouveau modèle de société. Et je pense que ça aidera. Et puis alors après, on a aussi toute la question, voilà, par exemple, je veux dire, aujourd'hui, ils interdisent facilement les sites internet quand ça leur convient pas. Je pense qu'on pourrait fermer un certain nombre de sites pornographiques sans difficulté si on avait la volonté politique, comme tu le disais, de le faire, et tout un tas d'autres mesures qui permettraient au peuple français de revenir à un état de santé morale un petit peu plus correct. Mais bien sûr, il y aura aussi tout un travail juridique à faire, avec des peines plus sévères que ce qui est aujourd'hui. Et puis on travaille aussi sur l'exécution des textes, et en fait, parce que c'est beau aussi d'avoir un texte, on pourrait très bien aujourd'hui avoir la peine de mort et pour autant n'en avoir jamais application. Il y a toujours une différence entre avoir un texte de loi qui prévoit telle ou telle chose et ensuite son application dans la pratique. Mais encore, voilà, ça c'est simplement une question de volonté politique, de mettre en œuvre aussi les lois telles qu'elles sont, parce qu'en soi, effectivement, si les lois telles qu'elles sont aujourd'hui étaient correctement appliquées et avec une certaine rapidité, la situation serait déjà un petit peu mieux. Eh ben, écoute, merci Hilda, merci à tous. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette émission. Je vous remercie pour votre participation. J'invite nos auditeurs à, comme d'habitude, à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager cette émission afin de gagner en visibilité. Et je vous dis bien entendu à très bientôt sur Fréquence Jeune Nation.